c'est un travail qui a du sens? Moi, souvent, on me dit un travail qui a du sens, c'est un travail pour lequel je sais pourquoi je me lève le matin, pourquoi je fais les choses. D'ailleurs, on nous surnomme la génération Y de l'anglais. Pourquoi? Parce qu'il paraît que le Y a cette fâcheuse tendance à toujours poser la question pourquoi. Quoi qu'on lui demande de faire, envoie ce mail, pourquoi, mets ce mot-clé pour le référencement, pourquoi. Bonjour Karim Duval. Bonjour Violaine. Vous êtes humoriste, vous êtes comédien, vous serez à l'Olympia le 7 juin prochain. Et vous publiez aux éditions Le Robert un petit précis de culture bullshit. Alors, on retrouve l'esprit de vos sketchs dans cet ouvrage, des sketchs qui sont hilarants. Vous les publiez également sur LinkedIn. Vous racontez eh bien, tout ce qui est bullshit, entre guillemets, dans la culture managériale, mais aussi dans notre monde. Comment cette culture du vide, d'une forme de complexification de ce qui est simple, arrive dans la gestion du Covid, dans le discours d'Emmanuel Macron, dans la façon même d'éduquer ses enfants. Et donc, j'aimerais vous poser une première question. C'est celle d'Emmanuel Macron, parce que vous le citez dans votre ouvrage et vous faites une espèce de discours factice, bullshit, qu'il aurait pu prononcer. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si Emmanuel Macron est le premier président de la République bullshit? Bah, il a donné beaucoup de signaux pour me faire affirmer que oui. Oui, non, mais ce discours, la France est digitale, c'est vraiment c'est parti d'une publication qu'il a faite sur LinkedIn. Avec une anaphore, il me semble, la France est digitale, la France est digitale. Et donc ça m'a bien fait rire parce que bon, à l'heure oui, c'est vrai, à l'heure du digital, du numérique, il y a quand même une espèce d'énorme fracture sociale en France qui fait que toute la France n'est pas digitale. Et donc affirmer ça comme ça, c'était à l'époque des Amis, je crois. Ouais. Et je me suis amusé à pousser le discours, à l'imaginer jusqu'au bout. Et c'est un peu l'esprit de ce bouquin, finalement, c'est de pousser le concept de bullshit à fond, de l'analyser, de le décortiquer, de le comprendre. Qu'est-ce que le bullshit, finalement? Est-ce qu'il existe vraiment? Et qu'est-ce qu'on en fait et de quoi est-ce qu'il est fait? Donc c'est vraiment décortiquer tout le bullshit dans son langage, ses gestes, sa culture, ses héros, qu'on glorifie en fait, et la manière de les glorifier à travers le storytelling, et puis justement la manière d'infuser dans la vie quotidienne, notamment l'élevage des enfants, l'éducation. Oui, parce que notamment vous parlez de comment élever son enfant en mode start-up, alors ça on en parlera, mais pour revenir à Emmanuel Macron, on a entendu que c'était un peu le président qui élevait entre guillemets la France en mode start-up. Qu'est-ce qui dans son langage vient de l'univers de la start-up? C'est lui qui a inventé l'expression Startup Nation. Après, je pense que déjà, il lui-même vient de la banque, donc il y a un monde où ça bullshit pas mal, je pense, au quotidien. On sait que, comme tous les autres présidents, mais peut-être un peu plus lui, il sait s'entourer de consultants, notamment McKinsey, qui sont quand même, je pense, très très hauts. J'ai fait ce que j'ai pu dans le livre, mais je prétends pas être aussi bon que McKinsey en termes de langage, de délivrable. Mais oui, en tout cas, on sent qu'il aime s'entourer de ça. Puis, de manière générale, sans jeter l'opprobre sur lui en particulier, on sent quand même dans les ministères, dans l'administration française ou pas d'ailleurs, il y a une propension à brasser du vent quand même et à complexifier les choses qui est quand même remarquable. Et d'ailleurs, je le souligne dans le livre, le bullshit, c'est pas que le franglais, en fait, c'est pas que les termes. Ça peut être que du français, d'ailleurs, ce que j'appelle le flangage. J'ai inventé un terme, c'est le mélange du flan et du langage, pour dire que les administrations françaises sont très fortes à ça. Et ma théorie, c'est qu'il y a des cabinets de consulting anglais ou américains qui ont vu ça, qui se sont dit, tiens, on va juste allumer la mèche et leur dire de plancher sur une réunion sur comment optimiser nos méthodes de travail en faisant appel à des consultants qui optimisent nos méthodes de travail, et on va les laisser parler et on va voir ce que ça va donner des merveilles. Et si ici, quand on voit tous les éléments de langage qui sont inventés, et souvent pour atténuer des phénomènes d'une énorme violence autour du monde du travail, autour de la santé, pour dire qu'on fait attention au langage, mais derrière avoir des actes qui vont à l'encontre de ça, pour moi c'est du bullshit. C'est l'art du bullshit, c'est vraiment de faire en sorte que les mots prennent le dessus sur les faits, et c'est en fait c'est une espèce, ça correspond c'est pas étonnant que ce soit ce genre de personne qui soit
présidente de la France aujourd'hui, il y a une espèce de décrochage global du monde réel et du concret. Je veux dire, on a délocalisé l'outil industriel, et puis on sent que j'en parle dans mon spectacle sur la génération Y, quoi. On est quand même globalement de moins en moins manuel. On a tendance à perdre la main sur le monde concret, même si heureusement il y a des gens qui savent encore bricoler, mais vraiment c'est une de mes craintes pour demain, c'est qui va construire les maisons, qui va réparer les lavabos. On sent cette réflexion derrière l'humour qu'il y a dans ce livre, mais aussi dans vos sketchs, puisqu'on va aussi englober vos sketchs dans ces questions. Comment vous traduisez ça en humour? Qu'est-ce qui est drôle, notamment dans la gestion du Covid, où le monde entier est devenu bullshit quelque part? Là, pour le coup, j'en ai fait une vidéo qui s'appelle Le Covidisme, où vraiment c'est devenu une religion, le Covidisme, la manière dont on a vécu cette pandémie, qui bien sûr a fait des ravages. Mais la gestion elle-même, je pense que personne n'aurait pu faire moins absurde. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de choses qui sont devenues drôles? Je sais pas, moi, heureusement ça commence à devenir lointain. Mais le fait de nous imposer le masque dans le train, mais de pouvoir l'enlever pour manger. Alors on se retrouve avec des gens qui prenaient leur temps pour manger. Enfin, c'est des trucs, c'est vraiment couper les cheveux en quatre. Et c'est-à-dire qu'on prétend proposer des choses qui relèvent du bon sens, mais en fait ça devient complètement absurde, ça n'a aucun sens. D'autres exemples comme ça, finalement, on a un peu oublié cette période qui était un grand moment de bullshit. Oui, on interdisait les spectacles, mais on autorisait les meetings politiques. Ou les messes, ou je sais plus, c'est tellement loin, je sais plus, mais c'était l'absurdie tous les jours, quoi. Et avec le recul, après c'est difficile de savoir, on saura jamais, mais c'est vrai que parfois moi je me vois faire des trucs, à nettoyer toutes les conserves, une par une en rentrant des courses, et le gouvernement n'a pas désapprouvé ça. Enfin, je pense qu'il a encouragé en disant oui c'est bien, en se disant que c'était un acte citoyen fort, que de faire attention. Enfin, donc on se retrouvait à se dire je m'occupe de mon prochain en astiquant une boîte de conserve. Donc je pense que quel que soit notre avis politique sur la question, avec le recul, ça nous a poussé dans des trucs complètement délirants, quoi. Donc après, j'ai pas d'exemple. Bien sûr, mais ce qui est assez intéressant dans ce que vous racontez, c'est que finalement, comment il y a une inflation de gestes et de paroles par rapport à du vide. Par rapport à du vide, et pour revenir sur cette idée de s'occuper de son prochain, en fait, on a appris à s'occuper de son prochain de manière autre que juste aller le voir et lui parler, en fait, et le prendre dans ses bras. Donc finalement, on a trouvé des nouvelles manières d'exprimer notre affection en ne voyant pas quelqu'un. Et c'était ça. Si vous aimez les vôtres, restez chez vous, quoi. Alors bon, les circonstances l'imposaient peut-être. Je ne veux pas polémiquer là-dessus, mais n'empêche que ça a instillé un truc qui a été poussé très très loin, même à un moment où c'était plus vraiment urgent de plus aller voir ses proches et donc voilà. Donc cette culture du bullshit dont vous parlez et vous définissez très bien, elle vient des entreprises. Vous, à la base, vous ciblez beaucoup les startups. Vous avez parlé des cabinets de conseil McKinsey qui ont divulgué cette novlangue et ces process, notamment au moment du Covid. Qu'est-ce qui vient de la startup? C'est quoi ces éléments de culture bullshit qui viennent de la start-up? La start-up a ça de différent que déjà une start-up c'est pas une entreprise comme une autre, quoi. Une start-up c'est un business disruptif, c'est-à-dire qui va vraiment changer le monde avec une très forte croissance, donc de manière très rapide et très agile. Alors, il faut entendre ma ligne en fait quelque part, et ma ligne pas au sens pervers du terme, mais juste. Et donc il y a moi la Startup Nation, vraiment je vois une espèce de prétention d'emblée, en fait, de changer le monde. Parce que il y a des sociétés, en effet, des startups qui sont devenues des scale-up, puis des énormes firmes aujourd'hui, comme Uber, qui, alors bon, c'est bien, c'est mal, je sais pas, mais qui ont un peu changé. Alors pas le monde, mais la manière dont on fait du commerce aujourd'hui. C'est-à-dire d'utiliser le concept de plateforme, c'est une espèce de coquille vide qui fait que connecter des gens qui, eux, travaillent concrètement. Mais nous, on est cette espèce de frontière entre les deux qui ne représente rien, si ce n'est des prises, des connecteurs, quoi. Donc ça, c'est une disruption, par exemple. Mais du coup, juste par envie de ne pas être mis dans la case de l'entrepreneur qui rame et qui rame à monter sa boîte,
on aime bien être dans la case start-up quand même. Enfin, en tout cas, une partie de la population qui généralement a fait des études, etc., par besoin de distinction sociale aussi, aime bien assez vite glisser dans ce monde de la start-up et toute la déco qu'il y a autour. Donc sans rentrer dans les termes bullshit, parce qu'on peut en trouver, bien sûr, disruption, leverager, faire j'en sais rien, de l'upsell, du gros hacking, il y en a des tartines dans mon livre, même si c'est pas le but d'en faire Ce sont des termes anglais, en fait. Des termes anglais, Est-ce que ça vient des États-Unis? Et l'anglais, ça vient des États-Unis, bien sûr, ça vient de la Silicon Valley, donc il y a une espèce de souffle permanent, et on fait que reproduire, d'ailleurs, à petite échelle, et de manière souvent plus étriquée. C'est ça qui est très drôle, c'est-à-dire que quand déjà la Startup Nation, on voit déjà que la Silicon Valley a du mal en ce moment, oui. Avec l'effondrement des crypto-monnaies et du metaverse, j'espère. Et donc déjà ça c'est drôle, c'est-à-dire qu'on a des espèces de grands pontes comme ça qui accroissent leur storytelling et qui créent des business sur du vent. Comment ça s'appelle, Elizabeth Holmes qui a créé, je ne me rappelle plus le nom de la start-up, mais ça a donné lieu à une série sur Disney qui s'appelle elle a créé, en fait, en gros, elle a prétendu créer un système qui permet de faire des analyses de sang comme ça, juste en faisant un petit trou. Oui, bien sûr, je vois très bien, effectivement. Et son business était fondé que sur du vent. Que sur du vent. Et elle s'est écroulée en moins de deux. Pourquoi ? Parce qu'elle a subi la pression des financiers. Donc au final, on parle des startups, etc. Mais au final, c'est toujours la même chose. C'est toujours les bons vieux mâles blancs investisseurs qui sont derrière, qui sont là depuis le début de l'industrie et maintenant des startups qui sont là où il faut et qui mettent une pression telle que ça nous fait faire n'importe quoi. Et donc le bullshit, c'est ça, c'est juste le fait de, à un moment donné, faire dépasser les mots par rapport à la réalité, quoi. Et les mots peuvent être dangereux parfois. Est-ce qu'on peut dire qu'on est arrivé à l'ère du fake ? Parce qu'à un moment, vous parlez de LinkedIn et vous singez un petit peu ces grands moments d'autocongratulation sur ce réseau social. On peut aussi parler d'Instagram. Est-ce qu'on est tous devenus des start-upers du néant ? Quelque part, oui. En tout cas, on se met en scène beaucoup. Moi, je suis mal placé pour en parler parce que bon, c'est mon travail. Hein, j'essaie de le faire avec humour, mais j'arrive pas. Je le singe et même à tel point que j'arrive pas à annoncer une bonne nouvelle sans rajouter une petite virgule un peu cynique ou pleine d'autodérision d'ailleurs sur ce que je fais. Mais même pour annoncer l'Olympia, il faut que je mette un brin de loose. Mais ça, c'est moi. Mon côté imposteur, donc bullshitter. Mais qu'est-ce que vous pourriez oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ce qui est marrant, et je vais faire allusion à un sociologue que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Laurent Casselli, vous le connaissez peut-être, et qui écrit beaucoup autour de ces thématiques des bullshit jobs, génération surdiplômée, etc. Et la révolte des premiers de la classe, c'est ça. Et il a un bouquin qui s'appelle No Fake, où en fait, donc il parle bien sûr de ce phénomène où on se met en scène sur des réseaux sociaux, sur Instagram, mais ce qui est drôle, c'est qu'on essaye de reproduire de l'authentique. Donc en fait, par exemple, avec toute cette vague d'habits made in France, etc., qui ont quelque chose de vertueux, bien sûr, relocaliser l'outil productif, je dis pas, c'est pas mal, mais elles sont quand même beaucoup basées sur la com, sur Instagram, et sur une espèce de reproduction d'images d'Épinal qu'on se fait de la France d'avant. Donc il y a toujours un petit côté un peu désuet, où on reproduit alors soit des slips, soit des repas plus français que français, quoi. Et donc c'est du fake dans le pas fake, dans l'authentique, c'est devenu une complexité, tout ça pour manger un bout de pain avec du fromage dessus. Tout est la com en fait. Et ça, ce que vous dites aussi dans votre sketch, alors il y a un sketch qui est très amusant, ça s'appelle le slip chinois, où vous singez un start-upper qui vante les mérites de son slip qu'il a créé, mais en fait qui vient de Chine. Est-ce que vous pourriez me raconter un petit peu c'est un contre-pied au slip français, pour le coup c'est pas une parodie. D'ailleurs j'ai eu la chance le plaisir de rencontrer Guillaume Gibault, qui est une personne quand même assez balèze. Enfin, ce qu'il a fait, c'est fort avec le slip français. Donc ça l'a fait marrer parce que c'est vraiment un contre-pied du slip français. Le slip chinois, c'est un start-upper qui un jour qui était en mission humanitaire en Afrique et puis qui un jour se dit allez, qu'est-ce que je fais là allez, j'abandonne ma bouillie de riz, mon paludisme, mon 4x4 et ma mission humanitaire, parce que moi ce que je veux dans la vie c'est faire du fric. Donc il est rentré. C'est souvent des storytelling comme ça où des gens se rendent compte qu'ils sont pas du tout à leur place, puis qu'ils font le chemin inverse et qu'ils vont vers ce qu'ils... Et lui il a créé sa start-up, sa boîte
le slip chinois, qui est un slip de mauvaise qualité, jetable quasiment, où l'élastique pète à la première utilisation, et qu'on fabrique en Chine. Et que voilà, donc je suis parti en délire là-dessus. C'est une des premières vidéos qui a marché d'ailleurs. Parce qu'il y a tous les codes de cette quête d'authenticité, de marketing un peu mignon, qu'on retrouve beaucoup dans la start-up. Et puis toute la vérité de ce qu'est l'industrie du textile aujourd'hui, quoi. Shine ou Shein, je sais pas comment dire, qui installe une boutique à Lyon, ville écolo, s'il en est. C'est désespérant. C'est désespérant. Il y a aussi un autre sketch et donc aussi un autre chapitre de votre livre. Alors je ne sais plus si vous dites élever ou éduquer son enfant en mode start-up. Élever, ouais. Oui, élever, parce qu'il faut toujours s'élever, il faut toujours viser haut. Donc, voilà, c'est cette vision. En fait, c'est une forme de comment l'esprit de compétition aurait gagné si la sphère privée. Et cette façon de communiquer sur soi, sur sa famille, ouais. J'aimerais que vous me racontiez ça. Est-ce que le bullshit est arrivé dans les familles? Eh ben, j'ai bien peur que oui. Cette vidéo d'élever son enfant en mode start-up que j'ai un peu étirée dans le livre, c'est vrai, en faisant plusieurs rubriques. Enfin, en faisant une rubrique avec trois pages dédiées, enfin trois chapitres dédiés. Bah, je l'ai vu parce que moi, j'ai travaillé avant dans l'informatique. Et j'ai vu pas mal de monde, et c'est vrai qu'il y a des gens optimaux dans la vie. C'est pas. Alors justement, la vidéo commence en disant le but d'élever son enfant en mode start-up, c'est de faire des enfants heureux, c'est-à-dire des enfants optimaux et performants. Et il y en a beaucoup qui voient le bonheur dans l'optimalité, c'est-à-dire une espèce de vie, tout est nickel, tout glisse, tout est optimisé, le temps est optimisé. Et donc, qui dit ça, dit tout de suite une organisation démesurée et pour s'organiser, quoi de mieux que des outils Google, par exemple. Donc on va commencer à faire des meetings hebdomadaires avec la famille pour dire ce qu'on a sur le cœur, nos pensées négatives, nos pensées positives à l'enfant. On va commencer à... Il y en a j'ai déjà entendu des anciens collègues ingénieurs qui parlaient de mesurer certaines choses chez leurs enfants. Donc ça allait pas jusqu'à atteindre les trucs que je décris dans le sketch, mais il y a un petit peu ça. Il y a quand même dans la sphère, notamment chez les cadres et notamment dans le digital, ça déteint en fait. C'est-à-dire que le digital, c'est un monde froid, ultra optimisé, qui est binaire par définition, et qui finit par déteindre sur les gens qui le fabriquent. Et donc il y a un moment où ça finit par déteindre sur la manière d'être, et il y en a à qui ça convient, parce qu'il y en a qui aiment bien être carré et tout ça, mais c'est cette espèce d'optimalité. Et pour moi, le bonheur, il est en dehors de l'optimalité, quoi. C'est-à-dire que moi, quand je gère des choses, quand je dis je gère mes enfants, ou quand je gère ma vie, je travaille, quoi. On utilise souvent le mot gérer, d'ailleurs, gérer les enfants. Oui. Mais le bonheur, il est dans ces moments où on ne gère pas. Et il n'y en a pas beaucoup. Donc quand on sort du temps, quand on est dans ce temps-là, pour moi, c'est pas c'est du temps ou c'est pas du temps, ça dépend. Mais ce temps qui est de l'argent, c'est pas le temps où se trouve le bonheur, quoi. Et il y en a qui vraiment, on sent, ont besoin de ça pour se sentir heureux, quoi. C'est-à-dire que c'est la page d'accueil Google, mais tu vois, blanche, clean, et surtout ne rien toucher. Dès qu'il y a un petit truc qui va pas, parce que bien sûr la vie nous rattrape toujours, c'est là que ça devient marrant. C'est un petit peu comme si en fait dans la famille on gérait ses enfants entre guillemets comme on gère des salariés, avec salariés, on parlait même des tableurs Excel, ou... de pourcentage. Oui. Et puis après, le parallèle, il est assez, on peut facilement trouver des parallèles entre élever son enfant en mode start-up, enfin la start-up et l'enfant, quoi. Quand on fête l'anniversaire d'une start-up et l'anniversaire d'un enfant, par exemple, il y a des couleurs, il y a des friandises, il y a des boissons, on fait la fête, mais à la fin, on a mal à la tête, quoi. Oui, alors on peut parler aussi de ces fêtes d'anniversaire, qui deviennent comme des organisations de séminaires. Oui, et à l'inverse, ce qui serait drôle, c'est surtout de dire, et il faudrait que je le fasse ce sketch, c'est plutôt dire, gérer sa boîte comme on gère une école maternelle, parce qu'il y a une infantilisation aussi du salarié, alors soit par lien de subordination, ça c'est vieux comme le monde, soit par toute cette espèce de décor dont on estime qu'il est nécessaire à l'épanouissement des salariés, alors que finalement c'est du vernis. Ça pourrait être marrant de décrire ça, mais c'est vrai que parfois quand il y a des locaux de start-up, alors c'est très beau, moi j'adore y travailler parce qu'on y est bien, il y a tellement de gadgets, de trucs surfaits dont on n'a pas besoin, juste pour que le salarié ait juste envie de venir et poser ses fesses sur une chaise. Il s'engage entre guillemets. Et envoyer des mails, quoi. Pour l'engager, quoi. C'est ce qu'on appelle ça la marque. La marque employeur.
Et Chief Happiness Officer, si le terme existe encore, parce que les termes évoluent tellement vite que j'espère qu'il n'est pas déjà désuet, parce qu'il est cité dans le livre. Mais tout ce décor autour, fait qu'aujourd'hui, on peut élever son enfant en mode start-up, mais on peut gérer sa boîte en mode maternelle. Oui, puis c'est une école Montessori, cette question d'infantilisation, on l'a vu aussi au moment du Covid, ce qui a pu provoquer la colère. Oui, bien sûr. Et puis c'est génial quand on a le pouvoir d'avoir des gosses sous soi. Nous sommes en guerre, restez chez vous. Ils nous auraient dit de se gratter l'oreille avec le pied gauche, je l'aurais fait moi. Hein. Vraiment, le premier jour, je savais pas où j'étais. Mon fils a pris un bâton dans le parc de la résidence, j'entends. Premier jour du confinement, j'ai dit arrête, il y a peut-être le Covid dessus. Oui, c'est ça. C'était complètement dingue. Des Et après, absurdités. j'étais à l'autre extrême où j'étais peut-être presque déraisonnable. Et oui, mais c'est assez jouissif, je pense, quand on a le pouvoir d'avoir des enfants, des gens obéissants, évidemment. Alors, donc, dans ce livre, vous parlez donc beaucoup des startups, des dérives du managérial. Alors, vous parlez aussi de l'agilité, la notion de salarié nomade, toute cette espèce de vision très fluide de la société qui s'étend, vous l'avez parlé, à la sphère de la famille et qu'on a vu dans la dimension politique, notamment au moment de la gestion du Covid. Est-ce qu'il y a des lieux ou des sphères qui ne sont pas touchées par cette invasion du bullshit? Oui, j'ose espérer. L'agriculture, les campagnes ne sont pas encore atteintes par ça. Et malheureusement, on le voit comme un signe de paupérisation, c'est-à-dire de non-digitalisation. Quoique, il y a peut-être des fermes qui sont déjà bien digitalisées. Et ça, je sais que ça existe aux États-Unis, en tout cas. Les indicateurs, des KPI, etc. Il ne faut pas croire que tous les agriculteurs sont là encore avec leur râteau et leur pioche. Mais peut-être qu'il reste encore un peu d'authenticité à la campagne, dans l'agriculture. J'espère. En tout cas, c'est ce que vont souvent chercher ces anciens startups devenus fromagers. Et encore, je ne sais pas s'ils arriveraient à se retenir. Il y a un moment où ils vont avoir envie d'optimiser un truc et digitaliser, utiliser un outil numérique. Parce qu'après, ça peut relever du bon sens de vouloir se faciliter la vie, c'est vrai. Jusqu'à quel point on utilise un outil, jusqu'à quel point c'est du progrès et pas juste de l'innovation futile, on ne sait pas. Mais pour citer cet exemple, il y a ça, et après, je sais pas, l'armée peut-être. L'armée, c'est peut-être pas très agile. Parce que, pas encore. J'en ai fait un sketch d'ailleurs dans mon spectacle, et j'imagine qu'on horizontalise tout. Ça s'appelle comment mon spectacle s'appelle Y, et donc c'est un passage sur la vision horizontale des choses, donc par opposition à la version verticale, très hiérarchisée des choses. Notre génération, on a quand même tendance à vouloir un peu défier les codes même de la hiérarchie et à défier l'autorité en fait. On va dire j'ai pas envie quand on n'a pas envie de faire un truc, ça existe. Il y a des salariés et surtout des managers qui sont un peu désemparés face à cette nouvelle génération qui du jour au lendemain décide de ne pas venir au boulot parce que j'avais envie de rester à la maison, le Covid aidant. Et oui, j'en parle parce que j'imagine que un jour l'armée fonctionnera comme ça, en mode horizontal. Pas vraiment de chef, on fait des réunions, on choisit le mode d'organisation qu'on veut se donner. Alors c'est toujours des noms un peu bienveillants, en ruche, en tribu. Et c'est des termes qui sont employés dans le domaine de la start-up, voilà, d'une manière très horizontale. Il y a du bon dans ça, hein, parce que la hiérarchie et puis le côté très injonctif. Voilà. Toutes ces injonctions venues de d'en haut, c'est pas très bien non plus, et ça fait du bien parfois d'avoir un peu de fluidité dans tout ça. Mais ce que je moque, encore une fois, c'est pas ça, c'est l'abus de ça et le fait d'en faire des produits. Dès que l'agilité s'est avérée comme étant une méthode qui permettait d'être beaucoup plus efficace, on en a fait des séminaires, on en a fait des livres, on en a fait des coachs agiles, et vu que c'est un truc plus ou moins objectif, l'agilité, en tout cas qu'on perçoit, on comprend. Quand on dit agile aujourd'hui, les gens voient à peu près ce que c'est. Mais tout le monde l'utilise sans vraiment savoir de quoi il s'agit, mais on se regarde en disant « je sais de quoi tu parles ». Mais là, on parle d'agilité, mais on ne sait pas vraiment de quoi on parle. En fait. On a des images, des exemples. Oui, c'est tous ces termes et ça, c'est le bullshit. fumeux. C'est ça le bullshit. C'est à un moment, on pense tous maîtriser, mais personne ne maîtrise. Vraiment. Et
Pour le mot de la fin, par rapport à tout ça, quel est selon vous, est-ce qu'il y a une façon de résister à tout ça, de ne pas se laisser envahir par le bullshit? Alors il y a l'humour, j'imagine. Mais... L'humour, mais même l'humour, moi-même je suis un imposteur fini, j'ai écrit un livre sur le bullshit, j'ai écrit 200 pages sur rien quoi. Moi qui me moque des gens qui font de la mousse à partir de rien, je fais rien. Non, j'espère qu'il y a un peu de fond quand même dans le livre et que les gens vont se marrer. L'humour, non après... Je pense qu'il faut... Si, il y a des gens qui sont très très loin du bullshit, hein, quand même. Les artisans, ou des ouvriers, ou des gens qui ont du mal à joindre le debout. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de temps de perdre du temps avec des termes surfaits, quand même, hein, ou de faire des réunions pour trouver le bon acronyme, ou la bonne association de mots qui donnera un nom d'acronyme sympa à retenir. Ouais, donc en gros, valoriser ceux qui bossent. Voilà, parce que je sais pas, il y en a qui vont vouloir appeler un truc je sais pas, qui vont appeler, je sais pas moi, les territoires internationaux de technologie d'outre-mer. Ils vont inventer un truc comme ça parce que ça se dit Tito, ça sonne bien. On marche sur la tête. C'est pas factuel, hein, mais j'ai déjà assisté à des réunions où franchement, c'est-à-dire que le fond même est influencé par l'appellation qu'on lui donne, qui lui-même est influencé par les acronymes auxquels il donne lieu. Mais il y a des gens qui sont très loin de ces préoccupations. Une grande partie du monde, en fait, détient encore la solution. Il y a quand même une grande partie du monde qui n'a pas de quoi manger aujourd'hui. Mais elle détient la solution au final, au bullshit. Hein. Mais on l'écoute pas, elle compte pas. Donc le bullshit, c'est une espèce de manière de s'entretenir dans une bulle, la bulle des gens qui comptent, quoi. Et j'espère, à travers ce livre, à travers ce que je fais, montrer un peu que ceux qui incarnent le bien et la réussite ne sont pas forcément que admirables. En tout cas, ça fait beaucoup rire sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, donc c'est que bon, j'espère que c'est plus drôle que ce que j'ai dit là. Sur les absurdités de ce monde managérial, avec tous ces termes complètement fumeux. Donc merci beaucoup Karim Duval, et puis je représente un petit précis de culture bullshit, et puis vous serez à l'Olympia le 7 juin prochain. C'est ça. Merci beaucoup. Merci également.